Bonsoir à toutes et tous, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Dunk Hebdo, podcast hebdomadaire, mais ces temps-ci, on se retrouve quasiment tous les jours. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler des New York Knicks avec mon acolyte Matt. Matt, comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien, hein. Du coup, bah ouais, on se retrouve pour parler de New York. Ouais. Euh, une équipe que je connais bien, vu que les Sixers, c'était un peu la rivalité des playoffs derniers. Et du coup, il y a eu pas mal de Aïe, changements qui aïe. ont été faits cet été. Et ça va être sympa, ouais, d'en discuter. Coup dur, coup dur, comme dirait Constant, pour lui passer le bonjour ainsi qu'à tout le reste de l'équipe. C'est clair qu'aujourd'hui, on va pas parler de nos équipes respectives, hein. On n'est pas là pour parler des trucs qui fâchent. On va parler des New York Knicks. Toi, tu as une attache particulière à cette équipe parce que c'est une équipe rivale des Philadelphia 76ers. Moi, j'ai une autre attache, c'est qu'il y a trois anciens joueurs des Suns qui sont dans cette équipe des Knicks et on va parler notamment de l'un d'entre eux aujourd'hui et ce sera Pralondri Shamet, promis. Euh, Petit rappel de rigueur, vous le savez très bien, chers spectateurs et spectatrices de Dunk Hebdo, mais abonnez-vous sur les plateformes sur lesquelles vous nous écoutez, que ce soit YouTube ou vos plateformes de podcast favorites. N'hésitez pas à nous envoyer 5 étoiles, les likes, tout ce qui est positif. Vous nous laissez également des commentaires pour engager la discussion avec nous. Pourquoi les New York Knicks ne gagneront pas le titre NBA cette saison? C'est une question qu'on se pose pour l'ensemble des équipes qui ont accès aux playoffs directement sans passer par le play-in, ou en tout cas, je crois, peut-être toutes les équipes qu'on a fait dans le Power Ranking. D'ailleurs, c'est possible qu'on fasse ça. Je suis au courant de rien. Je fais confiance au taulier de la baraque d'un Hebdo. On va revenir rapidement sur la saison des Knicks et notamment on va commencer tout simplement par le bilan et les résultats des Knicks cette saison. Une équipe, on le sait, managée et coachée par Tom Thibodeau avec une rotation très restreinte. La plupart des joueurs ont joué beaucoup de matchs, si ce n'est évidemment Mitchell Robinson absent quasiment les 2 tiers Ouais. de la saison pour blessure. On le savait au démarrage de la saison. Et puis, depuis, je crois, 13 matchs, l'absence de Jalen Brunson. Sinon, on est sur un effectif qui tourne bien. Il y a McBride également qui est absent depuis quelques mois déjà. Matt, qu'est-ce que tu peux nous dire du bilan et des résultats des Knicks cette saison? Ouais, c'est une équipe qui a quand même connu pas mal de changements au final par rapport à la saison dernière. Bon, le Jalen Brunson, évidemment, le cadre, on va dire le joueur phare est toujours dans le projet. Mais on va dire que est-ce qu'il y avait vraiment un lieutenant la saison dernière? Pas vraiment, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, il y a eu l'arrivée de Karl Anthony Towns. On va dire que c'est un peu lui du coup qui sert de lieutenant à Jalen Brunson. Dante DiVincenzo s'y est parti. Alors il y avait aussi Julius Randle. C'est vrai que du coup j'ai j'ai oublié de le mentionner parce que vu il a été absent une longue partie de la saison Ouais. dernière, puis il a pas fait les playoffs, mais c'était un peu lui le lieutenant de Brunson. Donc il est parti du côté de Minnesota avec Dante DiVincenzo. Et du coup on a eu l'arrivée de Karl Anthony Towns, du coup qui sert maintenant de lieutenant à Jalen Brunson. Puis il y a aussi également l'arrivée de Michael Bridges qui a été échangé contre 5 premiers tours de draft. Donc J'aime il y bien a ce petit vraiment, rappel. ouais, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard, mais du coup, voilà, il y a eu quand même pas mal de changements du côté de New York, avec avec une arrivée et puis une autre, enfin deux trades en fait au final, deux trades qui ont été faits cet été. Ce qui fait que du coup l'équipe de New York il y a aussi le départ d'Isaiah Hartenstein et cette équipe des Knicks qui était pas mal basée sur le rebond offensif, sur le hustle la saison dernière. Ça s'est un petit peu éloigné de tout ça, je trouve, avec aussi, tu t'en as parlé, la blessure de Mitchell Robinson. Donc on a eu une nouvelle attaque qui a été instaurée avec un 5-out avec Karl Anthony Towns en pivot. Donc on a eu une attaque plus performante cette année, en tout cas, une attaque de demi-terrain beaucoup plus performante. Le rebond offensif qui a un peu dégraissé. Et puis une défense qui était dominante la saison dernière, qui pareil, ça balbutie un peu. On aura aussi l'occasion d'en reparler. Après, voilà, ça reste un bilan tout à fait honnête. Ils sont troisième de la conférence Est. Il y a un net rating de plus 5. La saison dernière, ils étaient à plus 4,9. Donc, quand tu regardes les ratings, c'est à peu près la même chose. Et il y a juste eu un changement d'identité, mais j'ai l'impression qu'en termes de niveau d'équipe, on est à peu près sur la même chose. Ouais, je te rejoins complètement. Moi, j'explique ce changement d'identité par le simple fait que, en fait, quand tu es une équipe managée et coachée par Tom Thibodeau, c'est-à-dire grosso modo, tu as 6 gars qui vont tourner, hein, maximum 7, tu changes 2 titulaires et tu as toute ton identité qui est renouvelée.
Et en plus, je trouve que les profils qui ont été engagés sont des profils forts parce que alors certes, on pourrait considérer que Dante DiVincenzo a été remplacé par Michael Bridges, donc on a un peu ce côté défenseur qui va aussi shooter et qui va faire le liant dans l'équipe, un peu à la façon de OG Anunoby. Donc on a grosso modo Mario et Luigi avec Michael Bridges et OG Anunoby, les deux font la paire. Et puis, on a quand même l'apport de Karl Anthony Towns, qui pour le coup est un profil radicalement différent de la théorie de Julius Randle, puisque comme tu l'as dit, Julius Randle a été beaucoup absent la saison dernière. Et on a eu, je trouve, un excellent début de saison de Karl Anthony Towns, très adroit, très en forme, des cartons au scoring. Évidemment, sur la défense, on continue à pouvoir lui reprocher ce qu'on lui reproche depuis quelques saisons maintenant, et qu'il faisait déjà, ou plutôt qu'il ne faisait pas à Minnesota. Mais je trouve aussi que le renouvellement de ces Knicks ne change pas vraiment leur capacité à être compétitif dans une conférence Est pourtant ouverte. Et moi qui les attendais un tout petit peu plus haut, peut-être au contact des équipes comme les Cavs, etc., je trouve que les Cavs, justement, leur ont mis une petite vitesse sur cette saison. Et je suis un peu en reste quant au niveau des Knicks. Alors, il y a des explications. Je pense que l'absence notamment de Mitchell Robinson leur a empêché d'instaurer peut-être la défense qu'ils voulaient et l'âpreté qu'ils voulaient, notamment sur les rebonds. Néanmoins, on a quand même aujourd'hui une équipe qui, quand Jalen Brunson étant sur le terrain en tout cas, n'est pas excellente en défense. Ça va mieux quand il n'y est pas. Et d'ailleurs, sur les 13 derniers matchs, ils ont une défense qui est nettement améliorée. Mais par contre, quand Jalen Brunson n'est pas là, c'est l'attaque qui pêche. Et il faut aller chercher dans les ressources de joueurs qui sont que des deuxième ou des troisième options et qui ont peu de création individuelle pour trouver des solutions. Michael Bridges et Karl Anthony Towns, pour ne pas les nommer. Donc ça rend les choses difficiles. Mais on a quand même une équipe compétitive qui va se pointer en play-off. Je crois qu'ils sont troisième au standings en ce moment à l'Est. Donc ils vont se pointer en play-off avec l'avantage du terrain. C'est une donnée, je pense, qui est importante pour eux sur le match-up du premier tour parce qu'ils peuvent avoir des match-up intéressants, voire dangereux pour eux, mais on en discutera en fin de podcast. Et puis, sur la saison, moi, je trouve que ce qui a vraiment dicté la forme des Knicks, et je te lance là-dessus, c'est le fait qu'il y ait des absences et des retours. Et notamment l'absence, je l'ai dit, mais de leur pivot, Mitchell Robinson, et puis maintenant de leur meneur et attaquant principal, Jalen Brunson. Ouais, bah en plus, ça me fait penser qu'il y a eu une déclaration de Thibodeau récemment où, alors je sais pas si c'est de la com pour se plaindre ou je sais pas trop quoi, mais il a déclaré que Mitchell Robinson, en gros, il s'attendait à ce que ce soit en fait le pivot dès le début de la saison. Donc en gros, le plan, si tu te bases sur ce que dit Thibodeau, c'est le plan en fait, c'était de faire jouer Karl Anthony Towns poste 4 entre guillemets et de faire jouer Mitchell Robinson poste 5, un peu en fait comme la saison dernière avec les Timberwolves où on avait Gobert en protecteur de cercle et puis Karl Anthony Towns en poste 4. Alors je sais pas si c'est de la simple com ou si c'était vraiment le plan des Knicks. En tout cas, le fait que Robinson n'était pas là, et en plus c'est un joueur, on le sait, qui est beaucoup injury prone depuis qu'il a démarré en NBA. En tout cas, ils ont fait jouer Towns poste 5. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en attaque, ça a extrêmement bien performé. Ouais. C'est une équipe qui vraiment, en attaque, ils sont 5e attaque de NBA à quasiment 120 de net rating. Puisqu'en fait, je pense que leur plan, c'était un peu de copier, on l'a vu même dans certaines déclarations, les Boston Celtics. Ils voulaient un peu reproduire ce schéma de 5 out où en fait on a les 5 joueurs qui savent shooter à 3 points. En plus, Karl Anthony Towns est vraiment un excellent pivot shooter à 3 points. On n'a pas affaire à... Tu vois, je prends l'exemple de Brook Lopez où c'est un shooter à 3 points mais qui est quand même beaucoup moins fort en termes de polyvalence de shoot. Oui, Là, on a vraiment... Voilà, c'est ça. Moi, je pense que Karl Anthony Towns est au-dessus de ces joueurs-là. Donc, vraiment, en attaque, t'as un spacing quasiment parfait, même si on y reviendra avec Josh Hart. Des fois, ça peut poser certaines questions. Mais ce qui fait que je pense que ça a donné un maximum d'espace pour des joueurs comme Brunson, qui étaient déjà excellents sur drive. Si tu leur donnes un maximum de spacing, c'est encore plus excellent, parce que Anunoby a un excellent shooter à 3 points. Bon, il y a eu Michael Bridges en début de saison. Même moi, j'avais pris 2-3 captures vidéo où il y avait des questions un peu sur sa mécanique de shoot qui avait changé. Mais en fait, on se rend bien compte qu'au fur et à mesure de la saison, je pense que c'était juste voilà, c'est ça, c'était juste une modification de mécanique ou peut-être fallait le temps qu'il la prenne en main. Mais en tout cas, les pourcentages sont bien remontés. Et en termes d'attaque, on a une équipe d'Enix qui performe, quoi. Ça, là-dessus, il y a rien à dire. C'est plus défensivement où
je pense qu'il y a un peu plus de questions qui se posent forcément avec Towns sur la défense, pardon, je t'ai coupé. Non, je disais juste il y a des questions qui se posent avec Towns en poste 5 en défense. Ouais, c'est ça. Et pourtant, il y a du matériel parce que quand tu recrutes OG Anunoby à la deadline la saison passée et que tu rajoutes Michael Bridges sur les lignes extérieures avec Josh Hart, tu as quand même là 3 joueurs où tu te dis sur la défense du périmètre en tout cas, et potentiellement même avec OG Anunoby qui est capable de défendre sur des intérieurs, on l'a déjà vu, tu te dis normalement je devrais pouvoir assurer le coup. Et j'ai pas trouvé que les Knicks arrivaient à avoir une solution défensive, des schémas défensifs qui leur permettaient de profiter de ces 3 joueurs. Alors évidemment, Michael Bridges n'est plus le défenseur qu'il était en 2020-2021, d'accord. OG Anunoby a 2 genoux en contreplaqué, ok, très bien. Et Karl Anthony Towns, tu l'as dit, n'est pas le défenseur que sa taille et que sa coordination corporelle pourrait lui permettre d'être. Mais j'attendais plus, moi, de cette équipe, surtout drivé par Thibodeau, honnêtement. En tout cas, en défense. On va rapidement enchaîner sur les 3 raisons pour lesquelles les Knicks ne gagneront pas le titre cette saison. On va commencer tout simplement par des joueurs qu'on a évidemment mentionnés, hein, mais c'est Karl Anthony Towns et Jalen Brunson sur le pick and roll, mais sur le pick and roll de l'adversaire. Parce qu'effectivement, il y a des duos comme ça dans la NBA qui se font particulièrement cibler sur pick and roll. Jalen Brunson est généralement l'extérieur qui se fait le plus cibler du côté des Knicks en défense. Mais Karl Anthony Towns a beaucoup de mal à défendre le pick and roll. Il ne sait pas vraiment à quel moment il doit drop ou non, à quel moment il doit presser, s'il doit partir sur des edges, etc., ou mettre un peu de pression sur le porteur. C'est difficile pour le l'axe 1, 4,5-5 qu'on a vu cette saison, Brunson, Karl Anthony Towns, de défendre le pick and roll adverse. Est-ce que tu as des choses à nous dire sur ce sujet, Matt? Oui, je pense que c'est un peu la première raison, moi, qui m'a sauté aux yeux quand tu regardes les matchs. Ils se font énormément cibler là-dessus. Brunson, bon, c'est pas une nouveauté. C'est un peu le gage de la NBA moderne où aujourd'hui, dès que tu as un mismatch que tu peux attaquer, tu le fais. Tu provoques le switch sur Jalen Brunson. Mais l'autre problème, en fait, que beaucoup d'équipes ciblent, c'est tu provoques le switch sur Brunson et ensuite tu viens jouer un pick and roll où t'impliques du coup Brunson qui est censé défendre le périmètre plus Karl Anthony Towns qui joue le rôle d'intérieur. Et je trouve que ça, en fait, c'est un bonus qu'ont les autres équipes. C'est tu cibles en fait 2 mauvais défenseurs en même temps sur un peu un jeu dynamique où t'es pas, parce que souvent tu provoques un switch, tu te dis je vais juste cibler le mauvais défenseur, mais là tu peux en cibler 2 en même temps. Et en plus, tu as ce combo où c'est un extérieur et un intérieur. Et c'est un peu le problème où moi je me souviens d'un match contre Boston où avec Jason Tatum ils ont pas arrêté de faire ça. Il y avait pas Porzingis, c'était Luke Cornett. Et en fait ils ont spammé le pick and roll 1-5 donc Tatum, enfin 3-5 pardon vu que Tatum c'est un poste 3, mais ils ont ciblé tout le long du match ce pick and roll et en fait ça fait quasiment panier à chaque fois et c'est ce qui m'inquiète un peu en vue des playoffs parce qu'on sait que l'attaque de mismatch, l'attaque de pick and roll, c'est ce qui va revenir en playoff et c'est un peu ce qui m'inquiète. Ouais. Je pense que beaucoup d'équipes vont profiter de ça, arriver en playoff, de cibler les 2 en même temps sur le terrain. C'est une des raisons pour lesquelles je disais tout à l'heure que même le premier tour, heureusement qu'ils ont l'avantage du terrain, parce qu'il y a des équipes qui, à mon avis, sur pick and roll, peuvent leur poser des problèmes. Et je crois... Alors attends, leur adversaire direct à l'instant T... Je crois que c'est les Bucks. C'est les Bucks, exactement. Ouais, parce que moi j'ai fait Détroit avec Ben. Il y a un moment donné, il rencontrait Détroit et c'est un peu, j'allais dire en match-up. Alors, j'irais pas jusqu'à dire les Pistons vont upsetter New York, mais c'est ce que j'avais dit. Je fais le plafond de Détroit. Je me suis dit, il y a un monde peut-être, parce que justement, il y a eu des matchs où Détroit a rencontré New York et on l'a vu, ils ont appuyé un peu sur ce truc-là de cibler Brunson et Karl Anthony Towns sur ce pick and roll et avec succès du coup. Donc là pour le moment c'est les Bucks. Alors les Bucks, bon pour l'instant il n'y a pas Damian Lillard donc ça risque d'être plus compliqué. Je vois pas trop les Bucks à l'instant T battre New York. Mais c'est vrai que par contre dans un second tour, je pense qu'on en parlera après, mais c'est là où ça peut devenir inquiétant. Exactement, ouais, exactement. Mais justement c'était des Bucks dont je voulais parler. Je pense que quel que soit le partenaire de pick and roll de Giannis, je pense que Giannis, à lui tout seul, il est capable de faire très très mal
à l'axe 1-5 en défense de pick and roll de New York. Et si la match-up des Knicks au premier tour, c'est effectivement les Bucks de Giannis et que Giannis est en mode extraterrestre comme il l'a déjà été de nombreuses fois en playoff dans sa carrière, je peux l'imaginer cibler et recibler cette défense 1-5 et vraiment asséner des coups de massue à cette défense des Knicks. On verra à quel point Mitchell Robinson vient s'intégrer à cette défense du pick and roll et comment ils peuvent réussir à l'enrayer de cette façon, et aussi à quel point il y a un step-up des ailiers ou à quel point Thibodeau organise sa défense du pick and roll pour qu'il y ait peut-être des blitz plus rapides ou de toute manière des prises à deux de manière générale, quelle que soit leur forme, plus rapide sur le porteur de balle. On verra bien. En tout cas, c'est clair que sur la défense des Knicks, que ce soit au premier ou au second tour des playoffs, c'est quelque chose qui va leur faire de toute façon très mal et il va falloir qu'ils s'organisent là-dessus. On va parler maintenant de la profondeur d'effectifs, parce que c'est vrai que c'est une question qui se pose avec ces New York Knicks. On le disait plus tôt dans le podcast, on a une rotation avec Thibodeau qui est généralement de 6-7 joueurs. Et en fait, on s'aperçoit quand on sort du 5 match qu'on a des noms de joueurs qui peuvent paraître vertigineux à l'approche des playoffs. Donc les minutes qui, à mon avis, vont se décider pour les remplaçants du côté des Knicks, vont se décider autour de Precious Achiuwa, Cameron Payne avec un retour de blessure éventuel, Landry Shamet, et puis ensuite on a des profils comme Huck Porty, mais qui est également blessé, Tyler Kolek, ce genre de gars. Miles McBride étant out, on a donc une rotation en sortie de banc qui est très réduite. Effectivement, le 5 titulaire assume toujours un volume de minutes très impressionnant du côté des Knicks, mais ça pose quand même question, quoi. Bah oui, c'est ça. C'est en dehors du 5 majeur, bon, un peu comme quand j'ai fait la preview sur Détroit, alors à moindre mesure, je pense que c'est moins exagéré, mais on a un peu affaire à des joueurs, je dirais pas jusqu'à dire gadget, mais pas loin. Quand on cite des Landry Shamet, Cam Payne, alors Cam Payne des fois sort des bons matchs, mais c'est quand même, en fait c'est des joueurs que j'appelle one way, c'est-à-dire ils vont t'apporter d'un côté du terrain, et puis s'ils t'apportent de l'autre côté, t'es content, mais souvent c'est pas leur force, quoi. C'est pas des joueurs two way, c'est pas des joueurs auxquels tu peux dire bah, tous les soirs de playoff, je vais les faire jouer 20-25 minutes et ils vont m'apporter des minutes positives. C'est un peu ce qu'on appelle les joueurs pièces en l'air, en fait, où c'est soit ça va tomber du bon côté de la pièce certains soirs, et puis un autre soir ça va mal tomber. Et c'est ce qui me pose aussi question avec les Knicks, c'est qu'effectivement tu as 5 joueurs sûrs, comme on l'a dit avec le 5 majeur. Je rajouterais peut-être McBride à voir si son état de santé, parce que pour l'instant, comme tu l'as dit, il est out. Donc s'il est là, en tout cas, ça fera un autre joueur en plus dans la rotation. Il peut y avoir Precious Achiuwa, mais c'est pareil. Moi, je me souviens de séries où, bah, notamment contre les Sixers l'an dernier, où Nick Nurse, qui est un coach qui aime bien faire ça, d'ignorer les non-shooters. Quand il y avait Josh Hart et Precious Achiuwa, il se faisait un plaisir de dire, bah non, on va pas les respecter, on va resserrer la peinture et puis éviter les pénétrations de Jalen Brunson ou de tout autre joueur. Donc c'est ça qui fait un peu peur, c'est qu'après, dès qu'on rentre dans la rotation, bah, tu perds un peu ce spacing, tu perds un peu aussi cette compétence à la fois en attaque et en défense. Et du coup, ça pose question. Et puis Tom Thibodeau, on le sait, justement, comme Nick Nurse, c'est des coachs qui aiment bien faire jouer leurs titulaires. Et j'ai peur qu'il appuie un peu trop sur certains titulaires. On l'a vu l'an dernier où à Indiana, bah, chaque joueur des Knicks bah, se finissait blessé. On a eu OG Anunoby, Jalen Brunson, Josh Hart, enfin bref, quasiment tous les Knicks titulaires ont fini blessés au final dans la série contre Indiana, et c'est un peu ça qui a fait qu'ils ont perdu la série l'an dernier. Oui, c'est une des grosses interrogations. Bon, on en a trois, hein, de toute manière, des raisons comme pour les autres équipes. Mais la question des rotations, en fait, elle tient uniquement à la santé. C'est ça qui est terrible avec ces Knicks de Thibodeau. C'est qu'il y a quand même un facteur santé qui est vraiment un facteur X de la performance des Knicks dans les playoffs. Et le fait que Thibodeau s'abstienne d'intégrer pendant toute la saison 82 matchs des joueurs issus de l'effectif pour créer de la répétition avec les camarades et avec le 5 majeur pour faire du staggering de minutes, etc., reposer les joueurs un petit peu plus et tout, bah, ça rend très difficile, à mon avis, d'imaginer qui va prendre des minutes derrière le 5 majeur. Et moi, ça me pose vraiment beaucoup de questions parce que j'ai l'impression qu'à l'Est, il y a 2 équipes au moins qui ont une profondeur qui
plie complètement celle des Knicks, voire même celle de toute la concurrence. Et après, tu vois, relativement à des équipes comme Détroit, moi je trouve que Détroit, il y a une profondeur qui est intéressante. Je trouve que les Pacers aussi peuvent avoir des trucs qui sont intéressants en termes de, disons, de rotation, plus qu'en termes de profondeur, mais en termes d'options que tu as dans les rotations, et notamment en attaque. Ben, toutes ces équipes-là me font me poser moins de questions que les Knicks. Vraiment, les Knicks, il y a une blessure, et c'est même pas besoin d'avoir un joueur majeur. Hein. Tu as genre, je sais pas, un Michael Bridges ou un Josh Hart qui saute, bah, ça devient quand même tout de suite vraiment très compliqué, y compris pour le premier tour des playoffs. Et ça, moi, ça m'envoie des vertiges pas possibles. Bah, On il y va a, parler de... il y a Vas-y, un vas-y, vrai sans plus. gap. Je disais, il y a un vrai gap en fait entre ton 5, enfin on va dire le moins bon joueur de ton 5 et le premier remplaçant. Je trouve qu'il y a un vrai gap de niveau de jeu entre ces deux personnes. Si par exemple on prend, je sais pas, entre peut-être c'est un peu resserré, mais entre Mikal, Josh Hart, ce serait et OG Anunoby, ce seraient les trois joueurs, on va dire, si tu enlèves du coup Bronson et Towns, qui seraient tes deux meilleurs. Entre ces trois joueurs que je viens de citer, et je dirais, allez, c'est peut-être Miles McBride, ton sixième homme, mais tu vois, il y a un vrai gap entre Josh Hart, Mikal et OG Anunoby et Miles McBride. Tu vois, il y a déjà un gap qui se fait en termes de niveau de jeu. Je pense que c'est ça un peu le problème. Et il est absent. C'est-à-dire que, en Et fait, pour l'instant, il est absent. ton trou, le trou que tu as, il se situe entre Josh Hart et Landry Shamet, dont Ouais. le surnom c'est Landry Charrette. Tu vois, on est quand même, enfin c'est dur quoi. Vraiment c'est dur. Hein. Et pour le coup, quand je parle de Landry Shamet, je sais ce que c'est Landry Shamet en playoff. Hein. Les grands zéros sur je sais pas combien là, c'est terrible, 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 terrible. On va passer à la création offensive parce que c'est la troisième raison et je pense que si on oublie le facteur santé et quelque chose de très tactique comme la défense du pick and roll, c'est vrai que la question de la création offensive quand Brunson n'est pas sur le terrain ou quand Brunson n'est pas en capacité de le gérer, parce que tout aussi bien il va être très très bien défendu par les défenses de l'Est, ça pose beaucoup de questions. Ça fait 13 ou 14 matchs que Jalen Brunson est absent du côté des Knicks. On a des tentatives de création offensive du côté de Michael Bridges qui est davantage responsabilisé notamment. Évidemment, Karl Anthony Towns a toujours son lot de shoot et toujours l'option du coup numéro 1 en attaque. Moi, je trouve que Michael Bridges ne répond pas réellement aux attentes qu'on pouvait mettre sur lui pour un joueur pour qui on a envoyé 5 premiers tours de draft de l'autre côté du pont. En même temps, si je regarde son salaire qui n'est même pas de 25 millions, je me dis que son rendement offensif peut se comprendre d'une certaine façon. Donc moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses qu'il y a dans l'effectif et dans les titulaires des Knicks quelqu'un qui pourra, sur une série ou sur plusieurs séries, sauver les Knicks si jamais Jalen Brunson n'est pas en mesure de le faire? Bah, c'est ça qui me pose problème aussi, c'est que effectivement, je trouve ça manque je dirais pas d'une option 2, mais ça manque d'un autre créateur, en fait, parce que on a beaucoup à faire. Peut-être pas des joueurs de fin de chaîne, mais tu vois, j'ai une stat qui est le nombre de paniers assistés. Et si je prends les trois un peu qui sont censés, donc Karl Anthony Towns, OG Anunoby et Michael Bridges, qui sont censés un peu prendre le relais de Bronson, bah, Karl Anthony Towns, c'est 68% de paniers assistés. OG Anunoby, c'est 81. Et Michael Bridges, on est aux alentours de 70. Donc en fait, on a affaire à des joueurs qui sont énormément assistés. Ce que ça veut dire, c'est pas non plus, je les qualifierais pas de joueurs de fin de chaîne, mais pas loin. Et c'est un peu ça, je trouve, le problème de ces Knicks, c'est que bah, ça manque d'un autre créateur. Et si tu prends aussi l'usage, t'as Bronson qui est au-dessus des 30%, donc lui, bah, il est dans le 86e centile, je crois qu'il est même top 10 dans la stat du offensive load, là, qu'on parle souvent avec Ben, où c'est en fait la responsabilité, mais pas que par rapport à la fin des actions, ça prend en compte le passing, les turnovers, donc le nombre d'actions auxquelles est impliqué un joueur. Bronson, il est dans le top 10, et j'avais regardé les autres joueurs des Knicks, ils sont aux alentours de la 70e place, donc en fait, il manque d'un relais autour de Jalen Brunson, et c'est un peu les questions que j'avais, que pourquoi je les avais plus bas que vous au power ranking que les autres de Dunk Hebdo, c'est parce que pour moi, c'est une vraie question, en fait. Qui va prendre le relais de Brunson? On l'a vu, comme tu l'as dit, je pense qu'on en parlera un petit peu dans les motifs d'espoir
sur les derniers matchs là où il n'y a pas eu de Jalen Brunson, mais moi je me souviens quand même de certains matchs, notamment contre les Hornets, où j'avais vu certaines possessions en attaque où effectivement Mikal Bridges était responsabilisé, mais c'était quand même compliqué. Tu sentais que pour créer un décalage du côté des Knicks, c'était compliqué en fait. C'était souvent des tirs contestés, et avec des équipes en play-off qui peuvent s'ajuster, ou par exemple les Karl Anthony Towns aime bien attaquer des mismatchs. Il va se retrouver au premier tour, j'ai pas trop de problème, on en parlera je pense dans la dernière partie, mais tu vois, tu rencontres une équipe comme Boston où tu as Tatum qui peut par exemple switcher, se mettre sur Karl Anthony Towns, c'est là en fait où ça va être compliqué, quel mismatch va pouvoir attaquer Karl Anthony Towns face à par exemple à une équipe comme les Celtics. C'est là en fait où ça me pose beaucoup de questions. T'es mute, Greg. Décidément. Je te rejoins complètement. Un des éléments qu'on pourrait aborder, disons, de manière positive pour faire le lien avec les motifs d'espoir qui arrivent, c'est peut-être que Mikal Bridges pourrait être l'homme qui se responsabilise quand les Knicks ont besoin de lui. C'est quelque chose qu'il a fait aux Suns l'hiver juste avant son trade, puisqu'il n'y avait plus personne dans l'équipe et qu'il a dû prendre lui les shoots, et ça lui a réussi. Ça lui a réussi à tel point qu'il a été la clé d'un trade pour envoyer Kevin Durant dans l'Arizona, et lui a rejoint les Nets avec Cameron Johnson. Il a fait ensuite une fin de saison à plutôt un très bon niveau offensif du côté des Nets. Ça a été plus difficile la saison suivante parce qu'il était la seule option offensive quasiment, puisqu'il y avait Cam Thomas à côté de lui qui n'en était pas encore, disons qu'il n'en était pas encore là où il est aujourd'hui. Mais Mikal Bridges n'en est pas à un niveau offensif aujourd'hui de maturité dans le playmaking suffisant pour cette équipe. Et pour moi, l'élément qui me permet de dire que certes, Mikal Bridges pourra prendre des shoots, mais que les Knicks n'y verront pas forcément un avantage offensif si Jalen Brunson ne répond pas présent, pour une raison ou pour une autre, c'est simplement l'incapacité à Mikal Bridges cette saison à provoquer des lancers francs. Il est parmi les plus mauvais à son poste de toute la ligue, puisqu'il est dans le 13e centile seulement, à provoquer des lancers francs sur ses shoots. Et en playoff, on connaît la valeur du lancer franc et des fautes. C'est des choses qui sont très importantes, notamment contre des équipes qui vont te proposer un challenge physique important. Et je pense notamment à Indiana qu'on sous-cote sur ce sujet, mais aussi aux Celtics par exemple, ou aux Cavs en fonction du seeding. C'est des équipes qui vont venir te challenger, les Bucks aussi, clairement. Moi, j'ai peur que Mikal Bridges, certes, il prenne ses shoots, certes, il en rentre 50% à mi-distance, qui est plutôt très correct. Là aussi, il est encore dans le tiers le plus adroit sur la question des mid-range. Mais si tu ne provoques pas de lancer franc sur ces tirs-là, et qu'en face, tu as des équipes qui sont rodées au volume à 3 points, parce que les Cavs sont parmi les meilleures équipes de la NBA en volume et en adresse à 3 points. Pareil pour les Celtics. Indiana est loin d'être mauvais sur la question du volume à 3 points et de l'adresse également. Les Knicks, à mon avis, ça va patauger très sévèrement quand il va falloir affronter ces équipes. Vraiment très sévèrement. Pour peu que ça rencontre Détroit au premier tour et que Détroit pose de l'adresse à 3 points à la défense des Knicks, et qu'en face, il va falloir scorer et aller chercher des points, si Mikal Bridges est ton deuxième créateur et qu'il est incapable d'aller chercher des lancers francs, je ne vois pas la mathématique fonctionner pour les Knicks de ce côté-là. On va se pencher sur les motifs d'espoir, mon camarade Matt. Brunson et l'attaque du 5-out. Tu as mentionné quelques éléments de cette attaque flamboyante du début de saison, en tout cas des 2 tiers de la saison des Knicks jusqu'au retour de Mitchell Robinson. Est-ce que tu penses que ça suffira pour les Knicks pour espérer quoi que ce soit sur ces playoffs? Disons que le point positif, c'est que c'est quand même le genre d'attaque qui se transpose bien en playoff. Je l'avais mentionné pour Détroit où j'avais dit que l'attaque de pick and roll, c'est une attaque que généralement, on le voit aussi avec Luka Doncic. Pourquoi il va aussi loin souvent en playoff? Parce que l'attaque de pick and roll comme ça se traduit bien. Jalen Brunson, quand il était encore du côté de Dallas aussi, il avait fait une série contre Utah où ça s'était hyper bien transposé. Avec les Knicks la saison dernière aussi, il a été capable de grands exploits avec cette équipe. Bon, ça là-dessus, je vois très bien la chose se réitérer. Une attaque de pick and roll autour d'un ball handler avec autant de skill set que Brunson, il n'y a pas de raison à ce que là-dessus, ça pose pas de problème aux équipes adverses. Donc ça, je pense que là-dessus, il y a vraiment un motif d'espoir. En plus, ils l'ont vraiment maximisé avec cette attaque en 5-out.
Et puis en plus, moi, ce que j'aime bien, c'est que quand tu vas voir un peu les stats au niveau de leur régime de tir, en termes de fréquence au cercle, ils sont 4e de NBA. Donc ça, c'est très positif. L'année dernière, ils étaient 22e, ils sont passés 4e. Parce que Brunson, c'est un joueur qui met énormément de pression vers le cercle, même s'il est petit en taille. Moi, c'est un peu là aussi où j'avais des questions, parce que des fois, ça peut un peu gêner le fait que tu sois pas assez grand, mais en tout cas, avec tout cet espace qu'il a sur le terrain, bon, bah, ils sont à 34,6% au cercle, 4e de NBA. Je pense que là-dessus, ça peut énormément se transposer au cercle. Et ils provoquent énormément aussi, ils ont beaucoup de shoots dans les corners à 3 points. Donc ça, c'est également deux choses, je trouve, qui sont des motifs d'espoir pour les Knicks. Est-ce que tu penses qu'il y a une match-up contre laquelle ce système-là serait plus favorable qu'une autre? Bah, le problème, c'est que à l'Est, je pense qu'au premier tour, comme on l'a dit, face aux Bucks, qui sont un peu malades, on va dire, ou en plus, les Bucks, dès que tu commences un peu à mettre du mouvement, parce que Bronson, en plus, ce qui est bien, c'est que c'est pas juste de l'attaque de pick and roll statique, il aime bien. Souvent, on donne la balle à quelqu'un d'autre, il fait un peu le tour du terrain, on lui donne le ballon en mouvement. L'année dernière, il faisait énormément ça, avec Hartenstein, mais cette année, ils ont trouvé des solutions avec Karl Anthony Towns pour reproduire ça. Moi, c'était un peu ma peur quand il y a eu le trade de Hartenstein, mais ils ont bien réussi à faire ça encore cette saison. Donc, ce qui est bien, c'est que t'as pas juste de l'attaque statique, on a vraiment de l'attaque en mouvement quand Bronson il est là. Contre les Bucks, moi, ça me pose pas de problème parce que les Bucks ont énormément de mal à défendre ce genre d'action. Les Pistons, bon, comme je l'avais dit, ils ont Osar Thompson, ils ont de quoi envoyer sur Bronson pour le défendre. Mais je pense qu'au fur et à mesure de la série, moi, je vois quand même les Knicks plus probablement passer. Mais c'est après, en fait, le problème, ça va être après. Je pense qu'on en parlera dans la section d'après, mais en fait, il y a un vrai gap entre Cavs et Celtics et le reste de la conférence Est. Il y a un vrai gap et le classement des Knicks, il y a un tel écart entre après et un tel écart entre avant qui risque ils vont rester troisième vraisemblablement et Boston va rester deuxième, ce qui fait que bah, à 99% de chance, ça va être une série au deuxième tour Boston Knicks et c'est là en fait où ça me pose question. Ça pose pas question qu'à toi. Je te rassure, je suis avec toi dans ces questions-là. Il y a un autre motif d'espoir qu'on a tout de même, c'est l'attaque pick and roll. Tu l'as rapidement mentionné. Certes, Brunson est un joueur qui est loin d'être statique et qui ne se contente pas de jouer le pick and roll, alors qu'il a une magnifique option de pick and roll et de pick and pop en Karl Anthony Towns. Néanmoins, ce pick and roll, il existe. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est qu'il est extrêmement. Enfin, il y a tout un arbre de possibilités dans le pick and roll. Tu parles bien du pick and roll Karl Anthony Towns, Jalen Brunson. Moi, je l'aime beaucoup, ce pick and roll. Il y a aussi la possibilité de jouer un pick and roll avec Mitchell Robinson, qui est un bon finisseur au cercle. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant et je pense qu'il y a moyen de cibler certaines défenses. Je pense notamment à la défense d'Indiana, si ça se rencontre à un moment donné en playoff ou pas. Je pense aussi à la défense de Détroit, mine de rien, quand bien même il y a Jalen Duren qui soit un sacré physique et Isaiah Stewart qui soit un fantastique défenseur. Je vois bien ce pick and roll performer en playoff. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bah l'arme du pick and pop, c'est vrai, peut être vraiment dévastateur puisque, bah, comme tu le dis, Détroit ou les Bucks, souvent c'est des défenses en edge ou en drop et un peu l'antidote un peu de ces défenses-là, où j'explique rapidement, le drop c'est quand le pivot reste bas dans la raquette et le edge c'est quand il monte un peu plus haut sur l'écran, quand on craint un peu le shoot à 3 points du porteur de balle qui sera Jalen Brunson. Et le fait que souvent Karl Anthony Towns, lui, au lieu de rouler au panier, il va plutôt s'écarter à 3 points. Le fait que le pivot adverse préfère défendre le cercle, en fait, ça crée un gap. Et du coup, c'est ça qui peut te créer un décalage. Et en plus, Karl Anthony Towns, c'est pas juste du shoot à 3 points. Il sait attaquer un close-out. Donc un close-out, c'est simplement le défenseur qui va essayer de contester le tir et lui, il peut attaquer ça. Il a un petit peu de passing. Donc c'est vrai que là-dessus, je pense il y a des motifs d'espoir. En plus, avec Josh Hart qui est un bon connecteur, c'est-à-dire si tu as un premier décalage qui est créé, j'ai aucun problème à avoir les Mikal Bridges, les Josh Hart à pouvoir faire fructifier ce décalage-là et pouvoir trouver des paniers rentables. Oui, quitte à retrouver ensuite Brunson sur une course, un curl quelconque. Oui, oui, moi je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que si le pick and roll avec finition au cercle n'est peut-être pas l'arme première, je pense qu'effectivement le pick and pop, à minima,
peut être la manière d'initier la séparation dans la défense adverse, avec la défense adverse, et qu'ensuite, tu as tout l'effectif qu'il faut, parce qu'il y a eu quelque chose qu'on n'a pas mentionné dans ces motifs d'espoir, mais qui fait finalement partie à la fois de ce qu'on a mentionné en premier, c'est-à-dire le 5-out et ce qu'on mentionne là, le pick and roll, mais c'est qu'il y a quand même dans cet effectif, et notamment dans le 5 majeur, un peu partout, des qualités de passing un petit peu, voire même très au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire que le plus mauvais passeur peut-être de cet effectif dans ce 5 majeur, c'est Mitchell Robinson, mais il est loin d'être maladroit à la passe pour autant. Et après, Karl Anthony Towns, tu l'as dit, c'est plutôt un bon collecteur. Josh Hart également, voire même en playmaker tertiaire, je trouve Josh Hart hyper intéressant. Et ensuite, tu as les mecs comme OG Anunoby et Michael Bridges qui font déjà ce job et qui l'ont déjà fait dans d'autres équipes de manière stable. Moi, Michael Bridges, j'ai de très bons souvenirs de lui en connexion et à la passe du côté des Suns. On va passer aux joueurs clés de ces playoffs pour l'équipe des Knicks, playoffs 2025. Josh Hart de ton côté, Michael Bridges du mien. Je te laisse commencer. Toi, tu as une question sur la façon dont les équipes vont réagir à la menace Josh Hart à 3 points. Ouais, parce que effectivement, c'est vrai que c'est justement, si je reprends la saison dernière, ça a été le pari de Nick Nurse avec les Sixers où même en saison régulière, on le voyait, il y a pas eu que les Sixers, il y a aussi les Warriors qui adorent faire ça avec Steve Kerr, où souvent ils plaçaient Draymond Green sur Josh Hart pour pouvoir l'ignorer. Si on prend les Celtics où Joe Mazzulla, lui, c'est peut-être un des coachs qui adore faire ça cette saison, c'est placer Jason Tatum sur le 5 adverse, donc c'est-à-dire là ce serait Karl Anthony Towns, et de mettre Porzingis sur Josh Hart pour justement l'ignorer et plutôt protéger la raquette plutôt que de le défendre tout seul en 1 contre 1. C'est le joueur clé parce que justement dans les matchs là où il n'y avait pas Jalen Brunson, notamment contre Portland, là c'était je crois le match il y a 2 jours que j'ai vu, et il y avait pas mal de systèmes utilisés avec Josh Hart en porteur de balle. En fait, le fait qu'il ait la balle en main oblige un peu, si tu mets un protecteur de cercle sur lui, quand un joueur a le ballon en main, tu es quand même obligé de le respecter, puisque tu peux pas lui laisser un espace. Si tu lui laisses trop d'espace, il va pouvoir te driver dessus et du coup peut scorer ou alors trouver un équipier adverse qui est ouvert. Donc je pense que ça peut être sur ce genre de choses où les Knicks vont avoir une carte à jouer, c'est comment ils vont utiliser Josh Hart. Là, ils l'utilisent plus en porteur de balle ou même des fois un autre joueur va remonter la balle, mais ils vont directement la donner à Josh Hart qui va un peu initier le système que veut faire les Knicks, et j'ai trouvé ça intéressant. Sauf que là, je l'ai pas mal vu sans Brunson, et j'aimerais bien voir qu'est-ce qui sera fait, qu'est-ce que va faire Tom Thibodeau une fois que Brunson sera de retour, parce que vraisemblablement il sera de retour au premier match des playoffs, même avant, c'est ce qui est annoncé. Donc j'ai hâte de voir un peu qu'est-ce qui va être fait avec Josh Hart, parce que si tu utilises trop off-ball, il va être ignoré. Si tu l'utilises on-ball, ça peut être une carte. Quel système tu vas faire avec Brunson? Donc ça va être vraiment intéressant à voir. Ouais, je te rejoins. Pour moi, Josh Hart, c'est le joker de cette équipe. Il est tellement capable de faire plein de choses, mais jamais à un niveau très élite, mais quand même plein de choses, et notamment de la disruption offensive, c'est-à-dire ce qu'il serait capable de faire en playmaking défensif, il est finalement capable de le faire en attaque. Je ne sais pas si je suis clair, mais moi je vois très bien ce que je veux dire. C'est qu'en fait, c'est un joueur qui a une palette offensive qui est hyper intéressante dans un collectif comme celui des Knicks. C'est pour ça que je trouve que le fit est très bon avec les joueurs avec qu'il a autour de lui. J'ai hâte de voir la façon, parce que je pense que son rôle va un peu évoluer en attaque avec les Knicks sur les playoffs, et j'ai hâte de voir comment Thibodeau va contourner le fait que ce soit peut-être le moins solide à 3 points de cette équipe, et que effectivement, je pense qu'il y a des défenses qui vont l'oublier, ou en tout cas qui vont lui laisser un petit peu plus de shoot que les autres joueurs des Knicks. Moi, je voudrais parler de Michael Bridges, mais je ne vais pas en parler très longtemps parce que j'ai finalement donné pas mal de billes précédemment, mais j'ai des interrogations sur Michael Bridges, mais j'ai l'impression qu'il lui en faut quand même relativement peu pour devenir cette presque deuxième option bis des Knicks. J'aimerais juste qu'il provoque un peu plus de fautes, comme je l'ai dit précédemment, et que peut-être le volume de shoot à 3 points se rééquilibre avec celui de l'adresse, du volume au cercle, parce qu'on a aujourd'hui une zone de tir qui est relativement concentrée sur le mid-range, et quand il va falloir aller chercher des points, ce que je disais, à mon avis, il va falloir attaquer davantage le cercle, surtout que c'est un joueur qui est adroit au cercle,
et à aller chercher un petit peu plus de 3 points pour écarter le jeu pour les drives de Brunson. C'est ce que j'ai à dire sur Mikal Bridges. Je pense que si Thibodeau arrive à faire en sorte que Mikal Bridges aille davantage au cercle et prenne un volume à 3 points légèrement supérieur, je pense qu'il y a moyen que Mikal Bridges fasse des playoffs intéressants pour les Knicks. Alors, c'est en mettre en perspective, je l'ai dit tout à l'heure, avec son salaire. C'est un joueur qui a un salaire. On oublie toujours le salaire de Mikal Bridges, parce que comme il a coûté 5 premiers tours de draft aux Knicks, on a l'impression qu'il est payé 50 millions et que c'est Brad Bill. C'est pas la réalité. Il est payé la moitié moins, voire un petit peu encore un peu moins, puisqu'il est même pas à 22 millions, je crois, même pas à 23 millions. Oui. Du coup, pour moi, c'est plutôt. En tout cas, il est à 16% du cap space des Knicks. Pour moi, je trouve que c'est un rendement, Mikal Bridges, qui est intéressant du côté des Knicks de ce point de vue-là, du point de vue de la place qu'il te prend dans ton cap space. Néanmoins, les Knicks ont besoin qu'ils produisent plus que ça. Et je pense que Mikal Bridges a moyen de produire plus que ça en playoff, et j'aimerais le voir élever son niveau de jeu. Quel range pour cette équipe? C'est la dernière question qu'on va se poser sur ce podcast spécial New York Knicks Playoff 2025. On va parler du plancher et on va parler du plafond. On va évidemment commencer par le plancher. On est d'accord là-dessus, Matt. On est moins d'accord sur le plafond, mais on est d'accord sur le fait que passer un premier tour, c'est le plancher qu'on doit attendre de ces Knicks. Je pense d'ailleurs que c'est le grand minimum que le front office des Knicks attend de cette équipe, vu la campagne de playoff l'an dernier. Donc, passer un premier tour, pour toi, c'est obligatoire pour les Knicks? Oui, et puis je pense que c'est quand même le plus probable, sauf vraiment si Bronson se blesse ou qu'il y a des choses comme ça. Je pense que la match-up est beaucoup trop favorable. Vraisemblablement, pour l'instant, ce serait les Bucks. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je vois très peu de scénarios où New York ne passe pas. Et sinon, ce serait Détroit. Bon, je l'ai dit dans l'autre preview qu'il y a un monde qui existe où peut-être Détroit, le plus probable, les gêne, peut prendre des matchs, mais je vois quand même New York remporter cette série. Il y a trop de joueurs qui poseront des problèmes. Jalen Brunson, tout ça, qui est un joueur DH20. Je me reprends parce que c'est vrai qu'à l'épisode du Power Ranking, j'avais dit c'est pas un joueur DH20, mais c'était une erreur. Non, Brunson est bien joueur DH20. Il était même plus proche de la 10e place que de la 20e place dans mon DH20 de la saison dernière qu'on avait fait tous les deux. Absolument. Avec Greg. Mais non, il y a trop de. Moi, franchement, je vois très peu de chances que les Knicks ne passent pas un tour. Oui, je sais même pas comment je peux te rejoindre, et ce que j'ai à rajouter là-dessus, ce serait un upset phénoménal que les Knicks ne passent pas le premier tour, et ça poserait beaucoup de questions sur leur ajustement de l'intersaison précédente et sur ce qu'ils devraient faire cet été. Mais franchement, je les vois passer aussi, d'autant plus que la match-up étant potentiellement Détroit, il y a quand même une inexpérience côté Détroit en playoff face à Thibodeau et à une équipe qui a déjà bagarré. Par contre, ce qui est possible, c'est que le premier tour soit déjà disputé. Ça, oui. C'est possible. C'est possible parce qu'on l'a dit là pendant 40 minutes. Il y a quand même des failles dans cette équipe, notamment en défense, qui sont exploitables par, je dirais, les 6 premières équipes de la conférence Est. Le plafond, par contre, Matt, on n'est pas d'accord. Moi, je vois les Knicks, mais tu sais, je les vois comme Doctor Strange dans Avengers Infinity Wars. Je les vois avec une chance sur 14 milliards de réaliser un upset au deuxième tour et d'accéder à la finale de conférence. Simplement parce que je pense que si cette équipe trouve un créateur secondaire, et notamment un scoreur secondaire vraiment à très haut volume et à très haut niveau, je pense que cette équipe peut poser des problèmes même au premier ou au deuxième de la conférence actuelle. Alors je ne dis pas que c'est ce qui va se passer. Je pense que ce serait réellement un upset pour soit les Cavs, soit Boston, mais ce sera sans doute Boston en l'occurrence. Mais j'imagine cela possible. Toi, c'est un scénario que tu n'imagines absolument pas. Non, parce qu'en plus, c'est vrai qu'en termes de match-up, là, je regarde le classement, mais il reste quoi? Je crois 7 matchs. Les Celtics sont à 4 matchs des Cavs. Donc vraisemblablement, les Celtics devraient finir deuxième, sauf surprise. Les Knicks sont un peu seuls troisième, où ils ont 4 matchs d'avance sur les Pacers. Et puis par rapport à Boston, ils ont 8 matchs de retard. Donc ce sera...
En fait, le deuxième tour, il est déjà écrit. Ça va être Celtics-Knicks. Mais franchement, je vois pareil que le premier tour où je disais, je vois pas un monde où les Knicks passent pas ou très peu. Mais pour le deuxième tour, je vois pas comment Boston ne passe pas ce tour-là, quoi. Il y a trop de problématiques. Déjà en saison régulière, les confrontations. Je trouve que les Celtics ont posé énormément de problèmes à New York. Je disais tout à l'heure, l'attaque de pick and roll avec Tatum, ils ont beaucoup appuyé dessus. Et puis aussi défensivement, en fait, c'est une équipe qui va pouvoir mettre Tatum sur Karl Anthony Towns et mettre Porzingis sur Josh Hart. Et déjà rien que ça va être problématique. En fait, je vois pas comment New York peut se sortir déjà de ce problème-là. Parce que ce qu'aime bien faire Towns, c'est quand il a justement un adversaire plus petit que lui ou plus fin, c'est l'attaquer en mismatch. Sauf que Tatum ne sera pas un mismatch pour lui. C'est ça mismatch. En fait. Et ouais, c'est ça en fait. Je trouve le gros problème, c'est que ça va poser vraiment des grosses questions. Les Celtics, en plus, pour défendre, ils ont eu du mal à défendre aussi un peu le pick and roll, mais quand Horford, il était par exemple en drop, mais je suis sûr que Mazzulla, il fera défendre en playoff. On le voit même déjà en saison régulière quand il y a des gros matchs où il fait défendre Horford en switch. Donc j'imagine qu'il va faire pareil contre les Knicks. Et en plus, Horford arrivait à bien tenir sur les switches. Donc l'attaque des Knicks peut être annihilée par cette défense de Boston. Et en plus de l'autre côté, bah comme on l'a dit, c'est peut-être même l'attaque des Knicks me pose pas tellement de problèmes, mais c'est plus la défense. Et là, la défense, je pense que face à une équipe contre Boston, je pense que ça va se payer cash l'attaque de pick and roll. Une chance sur 14 milliards, Matt. On en reparle dans quelques semaines dans tous les cas. Merci beaucoup, Matt. On a fini de faire ce tour d'horizon pour les New York Knicks à l'horizon de ces playoffs 2025. J'ai utilisé 2 fois le mot horizon dans la même phrase. C'est tout à fait d'un hebdo. Petit tacle glissé avec un arcade. On vous embrasse très fort. On vous souhaite. Je ne sais pas quelle équipe sera en ligne demain, mais sans doute une équipe du top 3 de chaque conférence, forcément, puisque les Knicks vont arriver plutôt en fin de projet. C'était un nouveau pourquoi votre équipe ne gagnera pas. Décidément, ce soir, c'est terrible. On vous souhaite une excellente fin de journée si vous regardez ça dans la journée, et puis une excellente nuit si vous regardez ça juste avant d'aller vous coucher. Matt, je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à très vite. Ciao. Salut.